Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Demain, notez qu'Emmanuel Macron va défendre à l'Union européenne la candidature pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça risque de chauffer derrière. Et on commence tout de suite avec le point épidémiologique. La situation reste plus ou moins stable avec une légère, toute petite augmentation. On recense 2096 cas cette semaine, soit 150 de plus que la période précédente. Nous avons eu également plus de tests, puisque 11 894 prélèvements ont été réalisés contre 11 379 la semaine dernière. Le taux de positivité est donc passé à 16,9%. Il était de 15,8%. Il augmente particulièrement vite. Le taux d'incidence, lui, passe de 515 à 556. L'activité hospitalière, elle, est en baisse avec 23 hospitalisations, dont 3 réanimations Covid. 2 décès sont survenus sur la période. Et en ce qui concerne la vaccination, les chiffres avancent lentement, très lentement. On vous a fait un petit comparatif, histoire de voir. Au 2 février, le niveau des 2 premières doses était de 44,79%. Il est aujourd'hui de 45,87%. Le taux des deuxièmes doses était au 2 février de 42,21%. Il est maintenant de 43,54%. Et celui qui a le plus augmenté finalement, eh bien, ce sont les troisièmes injections, bien qu'elles restent toujours timides, qui sont passées de 19,3% de booster à 25,87%. Mais c'est vrai que les doses de booster ne rejoignent pas les niveaux de première et deuxième injection. Et c'est sans compter la quatrième qui peine effectivement à trouver preneur sur tout le territoire national, si vous en entendez à peine parler. Et l'agence de biomédecine, elle sensibilise de nouveau aux dons d'organes sur la thématique Un lien qui vous unit. Il s'agit de continuer à faire progresser la connaissance de la loi et l'importance de cette démarche pour sauver des vies. Et si les Guadeloupéens ont pour habitude d'autoriser les prélèvements de leurs organes, les taux de dons sont en baisse à cause de la gestion de crise Covid. Tout le monde est donneur présumé, sauf les personnes ayant fait connaître leur position ou les familles. Le reportage. Avec la crise sanitaire, on a assisté à une augmentation du taux de refus et très probablement c'est la gestion de la crise sanitaire qui pourrait expliquer ce changement de comportement de la population, puisque les années antérieures, on avait des taux d'opposition qui étaient relativement bas, de l'ordre de entre 15 et 30%. Deux choses, soit ce sont les personnes qui ont témoigné de leur vivant qu'elles étaient opposées, ou sinon, le plus souvent, ce sont donc des personnes qui n'ont pas fait part de leur opinion à leurs proches. Et en fait, ce sont les proches qui doivent prendre la décision en fonction du témoignage qu'elles retiennent du vivant des défunts. Tout le monde est donneur présumé. Tout le monde est présumé être consentant, sauf s'il a fait connaître son opposition. Et il y a du don d'organes, avec un taux d'opposition globalement un petit peu inférieur à la moyenne nationale. Il y a du prélèvement d'organes, non seulement à Pointe-à-Pitre, et donc en Guadeloupe, mais également en Martinique et également à Cayenne. Les donneurs qui sont prélevés, les greffons de ces donneurs vont à des receveurs antillais-guyanais et sont greffés en priorité à des receveurs antillais-guyanais par l'équipe de Pointe-à-Pitre.
La première spécificité est une spécificité un peu malheureuse, qui est que la maladie rénale chronique terminale touche plus les populations outre-mer et donc les Antillais. Il y a plus de 2 fois la moyenne nationale d'insuffisance rénale chronique terminale, dont la meilleure thérapeutique est la greffe rénale. On peut également faire un don de rein de son vivant à un membre de sa famille ou à un ami, à partir du moment où on peut témoigner d'un lien affectif depuis au moins 2 ans. La communication, le lien, la générosité font que le taux d'opposition est plutôt, et voilà, globalement, depuis plusieurs années, inférieur au pourcentage moyen. Donc les gens semblent sensibilisés. Alors il faut tout le temps en parler. Le 22 juin est une très bonne occasion de mettre en avant le don. C'est aussi une journée d'hommage et non seulement de réflexion sur le don et la greffe, mais aussi d'hommage aux donneurs et à leur générosité. Et donc, c'est très important d'en parler régulièrement. Et notez qu'un donneur peut sauver en moyenne 3 vies. Et on enchaîne avec la première matinée régionale autour des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH, initiée par l'association Typique Atypique. Cette matinée vise à améliorer le traitement des enfants considérés à tort comme mal éduqués, agités ou entre guillemets emmerdants, parfois atteints d'autisme et d'hypersensibilité. Certains petits nécessitent une pédagogie et une prise en charge très particulière. Le reportage. Alors, nous avons été contactés par l'association Typique Atypique qui a voulu organiser cette première journée en Guadeloupe des troubles qu'on appelle TDAH. Ce sont des troubles que les enfants ont et que les éducateurs n'arrivent pas toujours à maîtriser, à connaître surtout et à avoir les outils pour bien réagir face à ces troubles. Nous avons plus tendance à dire de ces enfants « ils sont emmerdants », ils n'ont pas qu'à coûter, alors que ces enfants présentent des troubles qui peuvent être traités. Alors nous, tout de suite, avec les services de la mairie, nous avons été intéressés, puisque en plus, si ça doit servir à améliorer la société, c'est une très bonne chose pour nous de participer et de prendre notre part à, je dirais, à l'amélioration des relations avec les enfants en général. Notre objectif, c'est de dire aux parents, dans un premier temps, qu'ils ne sont pas seuls, puisqu'il y a de grandes souffrances. Ce sont des enfants qui vont être perçus comme des enfants mal éduqués, c'est-à-dire qu'ils vont bouger. Attention, on ne va pas parler de carences éducatives. Ce sont des parents qui s'occupent de leurs enfants, qui essayent de leur donner un cadre, mais ce sont des enfants qui sont atteints de différentes comorbidités, notamment l'autisme, et qui fait que ce sont des enfants qui ont un fonctionnement particulier, une attention qui est particulière, surtout une hypersensibilité. Donc ils ont des difficultés à l'école pour se concentrer, pour travailler, pour maintenir l'attention, des troubles de l'apprentissage. Donc on peut pas dire aujourd'hui mon enfant il est porteur de TDAH ou il est HPI. Il y a quand même tout un travail de mis en place pour pouvoir diagnostiquer ces troubles et ensuite mettre en place des suivis, des prises en charge et des soutiens aux familles. Voilà. Donc en gros, ce serait un enfant vu un peu partout comme agité, comme mal élevé. Donc voilà un peu le stéréotype qu'on aurait ici en Guadeloupe. Comme je dis, ce ne sont pas tous qui sont TDAH. Et donc il faut maintenant apprendre à faire la part des choses et diriger les parents, guider les parents vers les professionnels. J'ai été AESH, donc j'ai accompagné des élèves en situation de handicap. Donc je suis en classe avec les élèves porteurs d'handicap et je les aide tout simplement, je les accompagne à adapter leurs difficultés. En fait, je suis là pour pallier à leurs besoins et leurs difficultés. Non, ce n'est pas tous les jours simple, puisque tous les enfants sont différents, toutes les pathologies sont différentes, et la façon dont les enfants ont été inclus dans la scolarité a aussi été différente, et c'est pas évident non plus pour les parents ni pour les enseignants. Donc tout le monde s'adapte, tout le monde fait au mieux, tout le monde fait ce qu'il a à faire pour que l'enfant puisse être épanoui au sein de la classe. Donc non, c'est pas tous les jours différent, mais on aime ce qu'on fait et on y met du sien.
213 hectares de la forêt des Monts Caraïbes sont au cœur d'un projet fort pour la biodiversité. La ville de Gourbert entend valoriser le site par le développement d'activités écotouristiques attractives et le développement d'une économie verte et durable. Et au-delà de la rentabilité, il s'agit de maintenir les caractéristiques des lieux et leur environnement fragile. On écoute Claude Edmond. C'est un bien parce que ça rentre dans le cadre de la biodiversité, la protection de la faune, de la flore, des végétaux, des insectes. C'est aussi notre environnement, c'est la vie même de notre espèce humaine qu'il faut protéger à travers la nature. Donc et aussi c'est la conciliation entre l'homme et son environnement et le milieu naturel. Donc le Conservatoire national du littoral a mis à notre disposition 213 hectares qui composent les Monts Caraïbes, qui s'étend sur Gourbert, mais aussi les communes limitrophes Trois-Rivières et Vieux-Fort. Donc nous avons par convention formalisé cette gestion des Monts Caraïbes. Et l'objectif aussi tout simplement, c'est créer des activités. Et en ce sens, nous avons des gardes du littoral. Nous avons aussi des recrutements sur la biodiversité et ça permet aussi de sensibiliser la population sur la protection de leur environnement. Ma mission à moi, donc, c'est de rencontrer l'ensemble des partenaires, que ce soit les collectivités ou les partenaires de l'État, pour mettre en place la stratégie foncière du Conservatoire du littoral, donc étendre les périmètres d'intervention sur lesquels on peut intervenir foncièrement, donc contacter les personnes, les propriétaires privés, pour acheter les terrains et derrière, une fois qu'on a acquis ces terrains, c'est les préserver. Donc c'est les restaurer écologiquement. S'il y a besoin de replantation, on passe sur de la replantation. Derrière, on demande à ce que nos partenaires puissent les gérer, donc les collectivités. Ici, la commune de Gourbert gère les terrains pour nous, assure de la surveillance et derrière, on protège le milieu. Et puis, on peut l'aménager également pour accueillir le public. On a aussi des apiculteurs, des productions de miel, donc à Rivière-Sens, à Champfleury, mais aussi qu'il faut développer aussi sur l'espace jardin partagé, l'alimentation. Donc c'est une forme de transition qui est écologique, il y a aussi le volet énergétique, mais aussi qui est alimentaire. Donc c'est important pour nous de concilier les activités de tous les jours dans cet espace, et sur quoi je parlais d'inclusion de la population en elle-même, mais aussi par des activités de ceux qui font Gourbert quotidiennement. Donc il est important de mettre en lumière tous ces volets, activités humaines, mais aussi activités économiques. Et c'est ça aussi le développement durable, concilier environnement, mais aussi activités de nos citoyens. Lors de nos missions, on doit faire remonter justement ce qu'on a observé, puisqu'on a un travail de surveillance et d'animation et tout, d'entretien. Donc tout ce qu'on fait, on fait remonter au conservatoire lors des réunions. La mise en place d'agents du littoral qui peuvent surveiller ces espaces-là nous aide, nous appuie, et ça, on ne pourra que valoriser la chose quand ils seront vraiment formés à 100%. Quand dans le cas où vous parliez de problématiques typiques, on a des barrières, on a mis en place des panneaux d'information pour sensibiliser les gens, leur expliquer que sur ces territoires-là, il y a des agriculteurs, des Guadeloupéens qui travaillent la terre et qui veulent développer leur activité, d'autres qui y vivent. On a des conventions avec eux, on essaye de faire en sorte que ces personnes respectent le milieu naturel et que les personnes autres respectent aussi ce travail et ces personnes. C'est pas toujours le cas. On a des barrières arrachées, on a des panneaux arrachés. Donc oui, il y a réellement des incivilités à ce niveau-là et des infractions. Et une centaine de dégustateurs venus du monde entier ont à charge de tester les plus de 2000 échantillons d'alcool en compétition pour la Spirit Sélection. 3 jours durant, ils auront à cœur de classer les breuvages selon des critères purement techniques comme l'arôme, la puissance ou encore la netteté. Mention spéciale aux étudiants en hôtellerie qui assurent ce service de dingue. Le reportage. 2022, pour nous, c'est un grand millésime, comme on dit, parce que d'abord, c'est l'année des records. On a dépassé les 2000 échantillons inscrits. On a 120 dégustateurs internationaux, donc c'est quand même beaucoup de monde. Principalement des journalistes, mais on a également des acheteurs, des distributeurs, et on a également des barman, des mixologistes. Donc on a un beau panel de professionnels qui vont déguster pendant 3 jours ces 2000 échantillons. Les critères, ce sont des critères absolument
technique. Donc ce sont tous des professionnels, ils vont juger la vue, la netteté, la pureté, la cohérence, la puissance, que des critères techniques. On ne leur demande pas est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas le pastis, c'est pas l'objectif, c'est-à-dire est-ce que ce pastis correspond à des critères techniques, tout à fait. Pour l'instant, on est en train de déguster des rhums agricoles à 50% d'alcool. Et donc la première étape, c'est d'abord le nez et la couleur. Donc on doit essayer de voir si sont tous la même couleur et après être capable de voir si ils ont le nez typique d'un rhum agricole. Donc il faut d'abord les évaluer sur tout le fly qu'on a là, donc on en a 6. Et puis après les prendre un par un pour voir avec la bouche s'il y a une harmonie entre le nez et la bouche et après ça essayer de les évaluer dans leur catégorie. Sur les rhums, j'en attends quand même pas mal de découvrir des choses un peu du monde entier. Là, sur les gins, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va aller chercher une aromatique qu'on n'a pas nécessairement sur les rhums. Donc cet exercice permet aussi de développer la palette aromatique de chaque individu en termes de dégustation. Chaque fois qu'on organise le Spirit Selection, on associe les jeunes parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir et il faut leur donner l'amour de ce métier, l'amour de ces produits. Et pour eux, c'est une occasion extraordinaire. Jamais dans leur vie, ils auront l'occasion d'avoir des produits du monde entier. Ce sont des élèves qui sont en fin de cursus scolaire, qui viennent de passer leur examen de mention complémentaire ou de CAP ou de bac et qui ont été sélectionnés pour venir participer à cette manifestation. Événement exceptionnel, belle expérience. C'est extraordinaire d'avoir ça en Guadeloupe. C'est la première fois que ça arrive en Guadeloupe. C'est un concours de classe mondiale, un des plus stricts et plus sérieux dans la profession, dans la spécialité. Mais c'est énorme, franchement, surtout pour nos stagiaires qui ont eu cette opportunité. Et on remercie vraiment la région de nous avoir inscrits dans la participation de ce concours parce que ce sont des stagiaires qui ont suivi la formation de valorisation des rhums de Guadeloupe, donc qui sont devenus rommeliers. Et pour eux, c'est une expérience inédite. Très belle expérience, la pression d'être à l'heure, de servir à temps, de ne pas se tromper, de bien s'organiser. C'est une très belle expérience. Allez, plus que 2 jours. Et le référentiel MAZ est un système commun développé en France, d'abord en milieu industriel pour rassurer la maîtrise des risques. Avec ce système de management, les entreprises certifiées divisent par 3 leurs accidents, aussi bien au niveau des taux de fréquence qu'au niveau des taux de gravité. Des procédures qui sont donc respectées par les entreprises guadeloupéennes, dont 17 d'entre elles ont été félicitées par la Chambre de commerce et d'industrie. Le reste en images. La politique de la CCI est de pouvoir accompagner des entreprises guadeloupéennes à pouvoir être certifiées justement par le MAZ afin de pouvoir garantir donc la sécurité, la santé et l'environnement au sein de leur société et de pouvoir aussi apporter un bien-être à leurs salariés. Alors, le trophée MAZ permet de récompenser les entreprises qu'on dit MAZé. Donc MAZé, c'est le manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise. Et c'est un référentiel, c'est un système de management de la santé et sécurité au poste de travail, mais qui intègre également un volet environnement, un volet sûreté. En quoi ça consiste ? La finalité du MAZ, c'est de réduire les accidents dans l'entreprise. Donc, il y a plusieurs points. Il y a l'engagement de la direction à mettre en place le dispositif. Il y a des évaluations des risques, par exemple le document unique, que toutes les entreprises doivent avoir un document unique de l'évaluation des risques professionnels. Donc, elles doivent mettre en œuvre des mesures de prévention, qu'elles soient collectives, qu'elles soient individuelles. Il faut les vérifier sur le terrain par des causeries, par de la formation, par de la qualification du personnel, des tournées, des audits de chantier. Et puis après, il y a des revues de direction pour vérifier que le système est efficace. Et puis tout ça est reconnu dans une certification. C'est une reconnaissance du travail fourni depuis 3 ans maintenant. Donc avec toute l'équipe de la société, on a œuvré pour une sécurité maximum au travail. Le MAZ existe en Guadeloupe depuis l'année 2012. Nous avons depuis certifié 72 entreprises, dont 9 entreprises utilisatrices et 63 entreprises intervenantes. Donc ça prouve également aussi que les entreprises guadeloupéennes sont sensibles à cette question de sécurité et que même pendant la période Covid, nous avons continué à pouvoir avoir des entreprises qui souhaitent justement faire leur certification et on a continué, d'où la cérémonie d'aujourd'hui,
pour récompenser 17 entreprises qui ont été félicitées pour leur adhésion au MAZ. Et maintenant, je reçois Célia Paulin, qui est déléguée MGEN. Elle est en compagnie de Christophe Chicot, conseiller pédagogique départemental en EPS. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous organisez conjointement le village de la sécurité à vélo. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une manifestation qui évoque la sécurité, comme son nom l'indique, la sécurité à vélo, en lien avec le savoir rouler à vélo, qui est une priorité nationale, qui est mise en œuvre depuis 2019 en France hexagonale et dans les territoires. Et nous, notre objectif, c'est de sensibiliser justement la pratique du vélo avec une pratique appropriée et éviter le maximum de dérives en termes d'utilisation du vélo, une pratique en toute sécurité. Qu'est-ce qu'on appellerait une pratique appropriée ? On sait qu'on est très fan de l'utilisation des routes ici en Guadeloupe pour le vélo. Donc qu'est-ce que vous qualifieriez d'approprié ? Alors, une pratique appropriée, c'est une pratique en respectant la sécurité routière, une pratique avec des équipements conséquents, des équipements, le casque, la tenue appropriée. Il y a encore des réticences au niveau des protections individuelles ? Je ne dirais pas qu'il y a que des réticences, mais on voit aussi sur nos routes des jeunes notamment qui pratiquent sans frein, qui slaloment entre les voitures. Et là, en termes de pratique, c'est pas ce qui est recommandé, vu le taux d'accidents que nous avons dans notre département. Donc quand on parle d'approprier, c'est en respectant le code de la route, en ne circulant pas forcément sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons et en partageant la route avec les autres usagers. Donc les interlignes fortement déconseillées. Les interlignes, les slaloms entre les voitures, passer sur des passages protégés alors qu'il y a des piétons, ne pas respecter la signalisation. Céder le passage par exemple, ou les feux qu'on grille à tout bout de champ, voilà. Être dans une pratique qui ferait qu'on limiterait les risques. Voilà. Ça doit aller dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens. Les automobilistes aussi doivent faire attention. Tout à fait. Tous les usagers, ce n'est pas propre au vélo, mais nous avons mis l'accent sur la pratique du vélo. Et le partenariat avec la MGEN ? Alors, oui. Vous voulez réduire justement le taux d'accidentalité aussi ? Non, pas du tout. La MGEN, déjà, c'est partenaire historique de l'éducation nationale. Donc l'idée, c'est un partenariat lié autour de la prévention, puisqu'on parlait des bonnes attitudes. Mais nos partenaires sur le village vont avoir une action complémentaire, puisqu'il va y avoir autant de la prévention au niveau des scolaires que du grand public, si on détaille les 2 jours après. Il y aura aussi les aspects réglementaires, puisqu'on parlait des règles à respecter. Donc, il y aura vraiment des partenaires qui sont vraiment associés sur cet aspect réglementaire. Et on avait aussi pour idée d'être sur des témoignages et de la pratique. Donc, la MGEN, dans toute cette organisation, a aussi sa place, puisque nous sommes avant tout aussi des enseignants, et pas que, mais moi, je suis une déléguée à l'éducation nationale. Et en tant que mutuelle, vous payez aussi un petit peu les pots cassés ? Oui, voilà. Donc, au lieu d'être dans la répression et la guérison, on essaie d'être avant tout vers la prévention. Est-ce que vous voyez que les messages prennent au fil des années ? Alors, nous, c'est le premier village. Donc, on espère pérenniser et qu'au final, le message puisse prendre. On essaie d'être aussi un petit acteur dans tout ce monde de la sécurité. Mais je me dis que si on commence par déjà toucher les scolaires, un enfant qui est averti, ça va être un enfant qui pourra peut-être sauver ou avertir son parent. Effectivement. Donc, ce sera le village sécurité vélo sera sur 2 journées, donc une qui sera consacrée aux enfants et l'autre qui sera pour le tout public. Exact. Voilà. Donc la première journée, on a vraiment privilégié l'accès aux scolaires. Donc c'est un vendredi. L'idée, c'est de recevoir des classes qui vont pouvoir passer dans ces différents stands et avoir tout un aspect complémentaire autour de la sécurité à vélo. Et le deuxième jour, c'est là on attend tous les Guadeloupéens qui souhaitent, sur ce même village, parce qu'il est quand même inédit, on a réussi à rassembler énormément de partenaires qui sont tout autant impliqués dans la sécurité sur le territoire et d'autant plus sur la sécurité à vélo.
Donc vous avez pris le parking d'Antillopol pour ça? Alors pas tout le parking, une partie, mais une bonne partie du parking pour que justement il y ait largement assez de place pour recevoir tous les Guadeloupéens qui souhaitent venir découvrir ce nouveau village. Alors 2 jours, le 24 juin, donc réservé pour les scolaires à partir de 8h30 jusqu'à 15h30. Et le lendemain, donc le 25 juin, ce sera pour le tout public. Avant de se quitter, Monsieur Chicot, elle parlait de la sensibilisation aux enfants. Je pense que c'est beaucoup plus simple effectivement de commencer dès qu'ils sont tout petits, mais ils doivent passer un brevet justement de sécurité routière aussi, les petits. Alors, il y a la PER, concernant la sécurité routière. Et depuis 2019, comme je vous l'ai dit, il y a l'attestation de savoir rouler à vélo qui se décline selon 3 blocs, le savoir pédaler, le savoir circuler et le savoir rouler à vélo qui met les élèves de CM1, CM2, cycle 3 sur route. Et une attestation est délivrée au niveau national sur la plateforme savoirrouler.fr. Donc déjà une démarche depuis la base. C'est clair, depuis la base. Et ce savoir rouler peut démarrer depuis les grandes sections, avec le savoir pédaler, jusqu'à les 11 ans, les élèves de cycle 3, mais bien plus loin que ça, parce qu'après, on voit qu'il y a des bases à acquérir et à ne pas perdre tout au long de sa pratique à vélo. Parce que les petits qui font des vélos, c'est les motards de demain aussi. C'est ça, quand on regarde bien. Des usagers. Des usagers tout court, effectivement. Des usagers tout court. Et le mot de la fin pour Madame Paula? Nous vous attendons. Je pense que on va revenir sur le côté inédit de pouvoir rassembler autant de partenaires sur un espace qui sera vraiment dédié à la sécurité à vélo. Ah, mais vous pouvez les énumérer, hein? Je peux les énumérer, les partenaires. Bien sûr, donc, bien sûr. Il y a la MAIF, toujours aussi un partenaire institutionnel, la prévention MAIF, la gendarmerie nationale, la gendarmerie avec la cellule prévention, la police nationale, la brigade VTT de la police municipale des Abîmes, qui nous a, la ville des Abîmes qui nous a beaucoup accompagnés sur ce projet, la Ligue Handisport avec des témoignages, l'association Nils, mon école de vélo, l'UCEP, la mission académique, et je pense que je n'ai oublié personne. Et bien sûr, donc en pilote, la MGN, important de finaliser, et le rectorat de la Guadeloupe. Donc le rendez-vous est donné les 24 et 25 juin prochains sur le parking d'Antillopol aux Abîmes, où il y aura une zone réservée justement pour cette matinée de village de sécurité à vélo. Journée, effectivement, c'est pas la matinée, c'est toute la journée, ça finit à 15h30. Voilà. Merci en tout cas pour le travail que vous réalisez en termes de prévention justement à la sécurité routière. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et on part maintenant pour une balade musicale à Bémao. C'était à l'occasion de la fête de la musique. Qui ont d'autres. Nous avons apprendre nous toutes ces noms pour qu'à faire faute. Faut veiller quand j'ai corps avant ou critiquer les autres. Veiller là-bas, parole pas charge, mais des il nous tenait à cœur d'avoir sur 6 sites, sur tout le centre-bourg, de pouvoir proposer des styles de musique différents, avoir un public différent. Et effectivement, le fait que la circulation soit interdite aux véhicules, donc les gens peuvent circuler tout au bout. Donc d'une part, ça donne de l'animation, ça fait vivre le centre-bourg et en même temps, ça permet de monde circuler. Donc on redynamise un peu ce centre-bourg, quoi. C'est vraiment l'esprit fête et puis ça tombe bien parce qu'on arrive à cette période, quoi. La première, c'est-à-dire que la direction des affaires culturelles a vraiment cette habitude de balade et c'est vrai que là on prolonge, on confirme et c'est vrai qu'on s'arrangera après pour étendre sur davantage de sites sur les années suivantes, quoi. Mais c'est pas le coup d'essai quand même pour la ville.
Et la Riviera du Levant, elle aussi, était très animée hier entre l'anniversaire de Végibène au Gosier ou encore le concert de Frédéric Caracas à la Rotonde à Saint-François. Le reste en images. Nous, on fait travailler tous les professionnels de la place et tous les artistes, tous les artisans, les restaurants, les bars. C'est toute l'activité de la Riviera du Levant qu'on relance après 2 ans d'inactivité à cause du Covid. Et c'est vrai que la population répond présent. Et là, je peux vous dire que tout le monde est content parce qu'aujourd'hui, on lance avec le concert qu'on avait sur la rue de l'esclavage il y a quelques jours. On est en train de lancer le départ du renouveau de l'économie en Guadeloupe. Et on est en train de redonner vie aux Guadeloupéens. Et quand je vois que Désirade c'est plein, Saint-François c'est plein, Sainte-Anne c'est plein, Gosier c'est débordé, ça veut vraiment dire qu'on a déjà gagné notre pari, celui de la relance économique. C'est vrai que le défi il est plutôt d'un point de vue sécurité. Aujourd'hui, je touche encore du bois, aucun problème, aucun événement négatif, que de la good vibes. Les gens sont contents, les gens sont heureux, ils sont dehors, ils profitent. Et je peux vous dire que je sens que la population adhère et la population soutient et la population profite et s'amuse. Et après 2 ans enfermés dans sa maison, 2 ans dans un Covid qui n'arrêtait jamais, puis je peux vous dire, je sens le soulagement de la population guadeloupéenne qui aujourd'hui dit ouf, dit merci et qui dit je veux encore. Et on va leur donner encore. Aujourd'hui, on établit des bases et on plante des graines pour demain. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.